Je vais vous faire une introduction générale aux bases de données. Les bases de données, c'est souvent des outils qui sont employés en informatique. L'objectif de ce cours, c'est de présenter ce que sont ces outils et pourquoi ils sont aussi populaires, ainsi que leur intérêt. Pourquoi les applications doivent conserver des données? C'est une question importante. La plupart des applications ont besoin de conserver des données. Si on prend par exemple un simple éditeur de texte, il n'aurait que peu d'intérêt, voire aucun, s'il lui était impossible de conserver le texte écrit. De même, un navigateur Internet va conserver l'historique des sites visités afin de pouvoir les retrouver facilement. Quel intérêt aurait un navigateur si on ne peut pas retrouver l'historique des sites qu'on a déjà consultés et qui nous intéressent? On pourrait se dire que les applications les plus simples, comme une calculatrice par exemple, n'a pas besoin de conserver des données. Pourtant, c'est pas rare qu'elle le fasse quand même, ne serait-ce que pour retenir les préférences de l'utilisateur. La façon la plus simple de conserver des données, c'est de les écrire directement dans un fichier. Alors, c'est une méthode très simple, on va se dire, mais efficace. Et pourtant, elle a ses limites. La gestion des fichiers. Les fichiers sont gérés par le système d'exploitation. Toute application peut lire ou écrire dans des fichiers. Cependant, c'est à condition qu'elle soit autorisée à le faire. C'est une opération qui est très basique, supportée par la grande majorité des langages de programmation. Le code qui permet de manipuler des fichiers est donc généralement très simple et rapide. Voici un exemple de code sous Python pour écrire dans un fichier. Et là, on a le même, mais pour lire un fichier. Ici. Donc, l'écriture, c'est pas compliqué, la lecture n'est pas plus complexe en soi. Cette simplicité n'est pas spécifique en Python. En PHP, c'est également possible de réaliser la même chose en utilisant simplement file underscore put underscore contents et file underscore get underscore contents. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur PHP à ce sujet où j'interagissais avec un fichier texte, si ça vous intéresse. Maintenant, les limites de l'utilisation des fichiers. Il faut savoir qu'en réalité, lire et écrire dans un fichier, c'est simple. Seulement si les besoins sont simples. C'est facile d'écrire dans un fichier vide ou de rajouter des données à la fin du fichier. Mais si l'ordre des données a une importance, c'est beaucoup plus complexe d'écrire au milieu du fichier, sans altérer les données déjà présentes. De même qu'il est simple de récupérer l'intégralité du fichier, c'est plus difficile de récupérer une information qui est spécifique, en particulier si le fichier possède plusieurs millions de lignes. Dans tous les cas, cela reste possible, mais cela va nécessiter beaucoup plus de code pour des performances souvent très mauvaises. D'autres considérations qu'il faut prendre en compte, c'est les limites techniques et sécuritaires de l'utilisation des fichiers. L'accès aux données, c'est également un point critique de l'utilisation des fichiers. Il faut savoir qu'en effet, les accès concurrents, c'est-à-dire le cas ou les cas où plusieurs personnes veulent manipuler le même fichier en même temps, une solution simple, c'est de mettre en place une file d'attente. Mais pour une application utilisée par plusieurs milliers d'utilisateurs, il faut mettre en place des solutions plus intelligentes et performantes. Ça, c'est sûr. Le contrôle des données écrites, c'est aussi un problème qu'il faut prendre en compte. Si un fichier contient des données utilisateurs, comme par exemple des dates de naissance, il faut s'assurer que cette information soit bien au format voulu, comme par exemple JJ/MM/AAAA. Donc là, c'est qu'un exemple. Pour stocker une quantité de produits en stock, il faut que cette valeur soit numérique. Or, les fichiers n'ont aucun contrôle natif des données qu'ils contiennent. N'importe qui pourrait y insérer le contenu qu'il désire, soit. Les atouts des fichiers, mais il n'y en a pas dans tous les cas. Il ne s'agit pas de dire que les fichiers ne doivent pas être utilisés. Le stockage par fichier a de grandes qualités quand même, parmi lesquelles il y a le fait que ce soit pratique et simple d'échange. Pour envoyer des données à quelqu'un, on écrit dans un fichier, puis on envoie ce fichier au destinataire. Rien de compliqué, tout le monde le fait.
C'est une solution simple, efficace, qui reste malgré tout très utilisée dans de nombreux systèmes informatiques. Il faut savoir que ça existe dans plusieurs formats de fichiers qui permettent de structurer les données de manière plus efficace, tels que CSV, XML, JSON. Ces formats ont de nombreuses qualités qui leur sont propres et permettent de plus grandes variétés d'usages. Par exemple, il est possible d'écrire des règles dans un fichier XSD pour contrôler les données d'un fichier XML, ce qui pallie une des faiblesses de ce fichier traditionnel. Cependant, il faut savoir que dans certains cas, c'est plus judicieux d'utiliser une solution alternative au fichier. Je tiens tout de même à dire que si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur les fichiers, allez voir la vidéo que j'ai faite. Les fichiers, une alternative, c'est une solution toujours d'actualité, mais il y a des alternatives. On a l'utilisation des fichiers pour conserver les données et ça a des avantages, notamment en termes de simplicité. Il est parfois légitime d'utiliser des fichiers pour ceux à quoi ils ont été conçus. Cependant, lorsque le volume de données devient vraiment trop important, qu'une application est destinée à de nombreux utilisateurs ou que l'on souhaite effectuer des opérations complexes sur les données, les fichiers ne conviennent vraiment plus. Il faut alors passer à des outils plus adaptés. Les bases de données, donc c'est une alternative structurée et très puissante. Donc les bases de données sont des systèmes qui sont destinés au stockage et à la manipulation des données. Contrairement aux fichiers, les bases de données vont apporter des outils qui facilitent la gestion des données. On parle de système de gestion de bases de données, SGBD. Un système de gestion de bases de données, SGBD, c'est un logiciel qui sert à stocker, à gérer, à manipuler des données sous la forme de bases de données. En plus de conserver ces données, un SGBD va offrir de nombreuses fonctions permettant entre autres de rechercher des données ou de les mettre à jour ou de les trier, etc. Pour communiquer avec un SGBD, il faut utiliser des requêtes SQL. Les requêtes SQL sont des instructions qui utilisent des mots-clés précis pour indiquer au SGBD ce qu'on attend de lui. Un SGBD conserve ces données dans un fichier. Cependant, il ne s'agit pas d'un simple fichier texte, comme on a pu le voir précédemment. L'intérêt d'un SGBD, c'est d'apporter un grand nombre de fonctionnalités en plus de la gestion des fichiers. Ce sont des fonctionnalités qui permettent de compenser les limites d'un simple stockage de fichiers. Le SGBD est donc un intermédiaire entre un programme et le stockage physique de la machine. Donc, si on prend par exemple l'exemple de SQLite, c'est un SGBD assez léger et portable. Donc, il existe de nombreux SGBD, chacun qui ont leur spécialité. Donc, SQLite, c'est un des SGBD les plus simples qui existent. Il s'agit d'une base de données embarquée, c'est-à-dire que d'un SGBD très petit et très léger qui peut facilement être inclus dans n'importe quel programme. Alors, à savoir qu'un bon moyen d'essayer cette base de données, c'est d'utiliser la version portable du logiciel SQLite Studio, qui incorpore SQLite et offre une interface graphique. Le logiciel est disponible librement en téléchargement sur le GitHub du projet. Il suffit donc de télécharger la version portable, de décompresser l'archive et de lancer le programme. Donc, la gestion avancée des données au-delà du simple fichier. Une gestion donc avancée des données, un système de gestion de données, de base de données SGBD, ça permet de conserver des données sous forme de fichiers. L'intérêt d'un SGBD, c'est d'apporter de nombreuses fonctions qui permettent de rechercher, manipuler, extraire les données, comme on l'a dit précédemment. La structuration des données dans un SGBD. Afin de pouvoir pleinement profiter des fonctionnalités d'un SGBD, il faut qu'il contienne et il faut savoir manipuler les données. Pour cela, il faut décrire précisément les différentes informations qu'il faut manipuler. Ainsi, un SGBD ne se manipule pas seulement des données, mais leur format également.
les niveaux de structuration des données dans un SGBD. Il faut savoir que l'une des principales différences offertes par un SGBD par rapport à un simple fichier, c'est la structuration des données. Cette structuration se fait par plusieurs niveaux. Tout d'abord, un SGBD peut gérer plusieurs bases de données. Chaque base de données va ensuite être subdivisée en plusieurs entités qui peuvent changer selon le type de SGBD. Le type le plus courant est le type par exemple relationnel, lequel les données sont réparties dans des tables, une table étant constituée d'une ligne et de colonnes. C'est, pour faire simple, une sorte de tableau. Les avantages et limites de la structuration des données dans un SGBD. Bien que le fait de structurer ces données puisse être et paraître assez rigide et surtout complexe, cela apporte d'autant plus de bénéfices à l'utilisation de ce dernier. Attention, cependant, il est à noter que le SGBD n'est qu'un outil parmi d'autres. Si les inconvénients dépassent les avantages, c'est qu'il ne s'agit pas de l'outil qui est adapté pour résoudre votre problème. Voici un exemple de structure de données dans un fichier commercial. Un fichier commercial peut être constitué d'informations de clients, comme nom, prénom et numéro de téléphone. Alors ici, j'ai mis des informations vraiment au hasard, je ne connais personne qui s'appelle comme ça. Voilà. Ainsi que, on a donc les informations de notre client à gauche et les informations de notre commercial à droite. Donc, on a le nom, prénom, le numéro de téléphone et le magasin auquel il est rattaché. Un tel fichier, donc, a cette apparence. Par exemple, on a une représentation suivante pour le fichier CSV. Donc, on a nom du client, prénom client, téléphone client, etc. Et en dessous, on retrouve les informations. Je le répète encore une fois, mais je ne connais personne qui s'appelle ainsi. On peut remarquer que ces trois pratiques, ces trois clients ont chacun le même commercial. Les informations apparaissent donc en triple. Il serait plus pratique de séparer les informations des clients et celles des commerciaux dans des tableaux séparés. Donc ici, comme on peut le voir, on a fait deux tableaux. On a le commercial là et on a notre client ici. On peut donc noter que l'on a rajouté une colonne code également afin de pouvoir identifier pour chaque client sans avoir besoin de répéter toutes les informations. Ici, donc là on a le commercial et le code lui associé. Dans un SGBD, ce modèle serait traduit en deux tables. Une table client et une table commerciaux. Alors bien évidemment, on les mettrait en anglais. Cet arrangement présente de nombreux avantages. Les données identiques ne sont plus démultipliées. Il est facile de modifier l'information d'un commercial. Donc par exemple, son nom, son numéro de téléphone, etc. Il est facile de retrouver le client qui lui est associé. Il est facile d'affecter un autre commercial à un client. Il suffit de changer le code. Il est possible de forcer la vérification du code commercial pour être certain que le code associé existe bel et bien. La manipulation des données. Un SGBD possède des fonctions de base qui sont les suivantes. L'insertion des données. Forcément, ça permet d'ajouter une ou plusieurs informations à la base. La lecture des données, qui permet d'extraire des informations contenues dans la base. La mise à jour des données, qui permet de modifier les données dans la base. Suppression des données, qui permet d'effacer des données dans la base. Le terme en anglais, ça s'appelle le CRUD. Create, Read, Update, Delete. Alors, il faut savoir que toutes ces fonctions ne sont pas exclusives aux bases de données. Elles sont également réalisables avec les fichiers traditionnels. L'intérêt du SGBD, c'est de fournir ces fonctions prêtes à l'emploi avec une grande souplesse d'utilisation. Un système de gestion de bases de données, SGBD, ça offre une structure qui permet de conserver les données. Il propose également les opérations suivantes, donc comme je l'ai dit, écriture, lecture, modification, suppression. Alors, maintenant, on va parler des différents types de SGBD et de leurs méthodes de structuration. Il en existe plusieurs types de SGBD. Chacun va avoir sa propre logique pour structurer des données qu'il doit gérer.
Jusqu'à présent, on a vu l'ensemble de la structure, la plus souvent utilisée à travers des LGBT relationnels, mais ce n'est pas la seule solution qui existe et ce n'est pas la plus adaptée à chaque fois. On va revenir sur les types de LGBT et les comparer aux autres méthodes existantes. Pour ce faire, voici un exemple, le fonctionnement des LGBT relationnels. Dans un LGBT relationnel, les données sont structurées sous forme de tables. Chaque table contient des colonnes qui décrivent les données et des lignes qui forment les enregistrements. Le croisement des colonnes et des lignes représente une valeur. Donc par exemple, là on a notre client et qui contient les colonnes identifiant nom, prénom et par exemple téléphone, ainsi que notre commercial à qui il correspond. Et on a le nom, le prénom, le téléphone. Alors bien sûr, je ne connais toujours personne qui s'appelle comme ça. Donc voici quelques exemples de LGBT relationnels qui sont courants. Donc là, on a une liste open source et là, propriétaire. Donc les LGBT relationnels sont parmi les plus utilisés. Ils disposent d'une structuration forte et offrent de nombreuses garanties en termes de contrôle et de fiabilité de données. Il faut savoir qu'ils sont adaptés à la plupart des usages. Dans un LGBT orienté colonne, alors là je fais un aparté rapide dessus, mais on va rester dans ce cours sur le relationnel quand même. Dans un LGBT orienté colonne, les données sont conservées par colonne grâce à un système de clés-valeurs plutôt que par ligne, comme c'est le cas dans le LGBT relationnel. Dans l'ensemble de la table des clients, qu'on voit ici, un LGBT orienté colonne va ainsi regrouper tous les noms à part, puis tous les prénoms, puis tous les numéros de téléphone, ainsi que etc. Donc cette structure est plus limitée qu'un LGBT relationnel. Notamment, c'est impossible de faire des liens entre plusieurs tables. Il faut savoir que sa structure, basée sur des colonnes, un LGBT orienté colonne est beaucoup moins performant pour rassembler toutes les données d'un seul client. En revanche, il faut savoir qu'il a l'avantage de fournir des performances très élevées pour manipuler un très gros volume de données et de récupérer certaines informations précises. Donc voilà, là vous avez un exemple. Comme je l'ai dit, c'est vraiment séparé. Exemple de LGBT orienté colonne. Donc on en a quelques exemples. On a Bigtable qui est utilisé par Google, HBase qui est utilisé par Facebook, CassandraDB par exemple par Netflix ou Discord, donc là c'est très connu. Certains LGBT relationnels vont proposer également un moteur orienté colonne. Donc on a MariaDB AX et CSStore _ FDW de PostgreSQL. Le LGBT orienté document, donc c'est la souplesse et la performance. Donc dans un LGBT orienté document, les données sont réparties dans des documents indépendants les uns des autres. Contrairement au LGBT relationnel, où il faut savoir que chaque document d'une table doit respecter la structure de la table. Les documents peuvent être d'une structure différente les uns des autres. Ainsi, certaines valeurs peuvent présenter certaines informations ou alors, à contrario, dans un document être absente d'un autre. Les avantages d'un LGBT orienté document et la flexibilité qu'il offre. Les LGBT orientés documents présentent souvent des performances élevées pour la lecture de documents, mais n'offrent que peu de possibilités de croiser les données. Donc voici les caractéristiques d'un LGBT orienté document. Donc quelques LGBT quand même orientés documents avant. On a MongoDB. Donc là-dessus j'ai fait un cours, donc je vous invite à aller le voir si vous voulez en savoir plus. CouchDB et Redis. Dans un LGBT orienté graph, donc là comme on peut le voir, alors c'est pas orienté document, c'est orienté graph, pardon. Dans un LGBT orienté graph, les données sont réparties selon les relations qu'elles ont entre elles. Les données sont appelées des nœuds et les relations sont appelées des arcs. Les arcs reliés dans les nœuds entre eux, les bases de données graphes, sont adaptées aux tâches qui nécessitent des analyses de relations entre données. Donc là, j'ai quelques... On a Allegro Graph, FluxDB, Neo4j.
Et ce qui est à retenir, c'est que de nombreux LGBT différents, chacun a ses avantages et ses inconvénients en termes de flexibilité. Les fichiers et les LGBT vont offrir des solutions qui sont différentes pour le stockage et la gestion des données. Les fichiers, c'est simple, pratique pour l'échange, mais limité en contrôle de structuration de performance. Les LGBT relationnels apportent rigueur et puissance grâce à une structuration en table et des requêtes efficaces. Les LGBT orientés documents vont offrir une alternative plus souple, adaptée aux données hétérogènes et aux lectures rapides. Chaque solution va avoir ses avantages et inconvénients. Le choix dépend toujours du contexte d'utilisation et des besoins spécifiques du projet.